Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on va parler de stoïcisme, mais pas seulement. J'ai lu effectivement un article de McKinsey qui parlait des apports potentiels du stoïcisme pour les CEO. Et donc je voulais vous parler de ce sujet-là parce que je pense que ça peut être étendu à n'importe quel type de leader, peu importe où on se trouve dans la hiérarchie, mais c'est évidemment d'autant plus pertinent pour les dirigeants, les dirigeantes. Alors pourquoi est-ce que il y a une espèce de résurgence du stoïcisme? D'ailleurs, je pense que c'est le courant philosophique le plus populaire actuellement. Il y en a un peu partout. Si vous allez sur YouTube, vous tapez stoïcisme et vous allez tomber sur des dizaines, peut-être des centaines de vidéos. Dans le cadre, par exemple, du développement personnel, dans le cadre... il y a aussi beaucoup de ces influenceurs pour une masculinité retrouvée, et donc non toxique. Bref, le stoïcisme, une philosophie intéressante. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde incertain, marqué par des crises. Il y a de plus en plus d'attentes vis-à-vis des leaders, vis-à-vis des responsables, des chefs, on les appelle comme on veut. Et c'est une grille de lecture intéressante, mais peut-être pas la seule. Alors, pourquoi est-ce que le stoïcisme est intéressant ? Parce que c'est une espèce de... Le stoïcisme propose une hygiène de décision. Et ça, c'est utile aux personnes qui dirigent, leaders, CEO ou autres. Pourquoi ? Parce que, et ça je l'enseigne moi-même, j'en parle moi-même dans les cours que je donne, dans les formations que j'anime, le stoïcisme nous aide à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous, et de nous concentrer sur ce qui dépend de nous. Vous avez peut-être entendu parler de ça sous la forme des cercles de Covey, des 3 cercles, le cercle de contrôle, le cercle d'influence et le 3e cercle. Mais Covey n'a vraisemblablement pas inventé grand-chose, puisque cette sagesse de savoir ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous n'est vraisemblablement même pas à l'origine grecque, stoïque. Puisqu'il y a une vidéo que j'aime bien regarder, un moine bouddhiste, la fameuse vidéo Don't Worry, Why Worry, qui est absolument drôle, je la mettrai dans les notes, qui est drôle et profonde. Et donc je pense que le stoïcisme a peut-être emprunté, puisqu'il y avait des échanges, on le sait à l'époque, il y a à peu près 2300-2400 ans, entre le monde bouddhiste et le monde grec. Et donc... toutes ces philosophies nous apprennent que si nous nous concentrons sur ce qui dépend de nous, alors nous sommes heureux avec des guillemets, en italique comme vous voulez, mais disons nous vivons mieux, peu importe ce que nous faisons. Ça peut être vrai pour la vie privée, pour la vie professionnelle. Pourquoi c'est important ? Eh bien, justement parce que un ou une leader qui pratique ce tri, qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi, évite la dispersion et réduit l'anxiété. Pourquoi ? Parce que si le règlement X machin a changé et que je ne suis pas en position ni d'agir ni de l'influencer, c'est-à-dire que je n'ai aucune prise sur ce fait, cette réalité, eh bien, si j'accepte, c'est le mot-clé, la réalité telle qu'elle est, alors je réduis mon anxiété. Et donc j'accélère l'exécution, puisque toute l'énergie que je ne mets pas dans... essayer de renverser des montagnes qui ne dépendent pas de moi, eh bien toute cette énergie, je peux la mettre dans l'exécution, dans faire ce que je peux avec ce qui m'arrive. De plus, le stoïcisme valorise 4 vertus simples et relativement opérationnelles: sagesse, courage, justice, tempérance. Que des bonnes choses. Et donc, elles forment un cadre relativement clair pour arbitrer, pour décider, pour choisir sous pression. Sagesse, courage, justice, tempérance. En plus, en cas d'incertitude et de volatilité, le fameux monde VUCA ou VICA, cette posture philosophique, stoïque, limite 2 risques. D'un côté, la panique,
quand tout va mal, quand ça ne va pas bien, quand quelque chose arrive, les droits de douane à 39%, c'est assez typique, on peut vite se laisser à la panique. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Mais oh mon Dieu, mais c'est pas normal, c'est bon. Panique et peut-être colère, et etc. d'un côté. Et vous voyez que on peut toujours essayer d'aller, vous et moi, dans le bureau de Donald Trump demain, mais je suis pas sûr, un, qu'on y arrive, et deux, qu'on puisse faire grand-chose. Donc, la meilleure chose à faire, là, c'est d'accepter le fait que les droits de douane sont à 39%, et de travailler à partir de cette donnée-là. Donc, cette philosophie limite un risque récurrent. Le premier, c'est la panique, et le deuxième, c'est l'euphorie. Le contraire. Ça veut dire, il y a 10 ans ou 15 ans, l'horlogerie suisse, UKID, les marchés s'ouvrent, allez-y, on vend des montres, c'est génial, on investit. Et donc, une espèce d'euphorie, on construit de grandes usines. On peut dire, mais c'est logique, il faut bien investir pour. Oui, peut-être. Mais, si je me replace dans les 4 vertus simples et opérationnelles, sagesse, courage, justice, tempérance, on voit que dans sagesse et tempérance, ok, mais il y a 15 ans, j'aurais pu me poser la question, sur quoi est basée cette croissance incroyable du marché ? Et il y a certainement des réponses qui peuvent être apportées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque à prendre des décisions quand on fait de la philosophie stoïque, mais disons, on va essayer d'avoir de chercher ou de prendre des décisions avec, en particulier, sagesse et tempérance. Et donc, ça limite la panique et l'euphorie. Donc la maîtrise de soi améliore le jugement, même quand l'information est incomplète. Il y a une espèce de boussole, on l'a dit avant, qui nous aide à décider. Donc, on va s'attacher aux causes, on va s'attacher aux raisons qui font que, plutôt qu'aux narratifs qui, alors, changent tout le temps. L'horlogerie suisse, il y a 20 ans, pour reprendre l'exemple, ou il y a 15 ans, voilà, c'est peut-être qu'on pouvait s'imaginer, se raconter dans sa tête que c'était une industrie qui n'allait jamais souffrir de cycles, qui n'allait jamais... Ça, c'est pas très stoïcien, on va le dire comme ça. Et donc, je cherche la philosophie plus pratique, plus concrète, va chercher des leviers, accepter des contraintes, etc., etc. Donc, l'autre raison, je dirais le troisième grand groupe de raisons. Donc, le premier grand groupe de raisons pour laquelle le stoïcisme est utile, c'est sagesse, courage, justice, tempérance, cette espèce de cadre de décision. Le deuxième, limitation des risques, limitation de la panique, limitation de l'euphorie. Troisième grand groupe, le stoïcisme incite à bâtir des habitudes et des routines. On va se préparer, on va revoir les risques, on va faire des post-mortem ou des quel est le mot que j'aime bien ? Je sais plus. On va utiliser post-mortem pour l'instant. On va essayer d'apprendre pour justement augmenter notre sagesse et notre tempérance par rapport à ce qui est arrivé. Ça crée une vraie culture d'amélioration qui peut être utile. Et puis évidemment, si vous faites ça, une conséquence pour vous, si vous suivez ces 3 grands groupes de préceptes du stoïcisme, alors les gens vont avoir confiance en vous. Et donc ça va vous aider, que ce soit dans votre carrière ou dans votre vie privée. Bon, que du bon. Ou pas. Et c'est là où je voulais en venir, parce que je voulais vous parler de mon chouchou, qui est aussi un philosophe grec qui s'appelle Épicure, et qui a fondé l'épicurisme. Mais attention, Carpe diem, c'est pas de l'épicurisme. Pourquoi je voulais vous parler d'Épicure ? Parce qu'en fait, le stoïcisme, c'est aussi une philosophie d'adaptation. Donc, c'est une des critiques principales que même déjà dans l'Antiquité, en prônant l'acceptation de ce qui ne dépend pas de nous, on peut glisser vers une espèce d'acceptation, peut-être même assez active, ou de résignation, ou de déni, ou d'abandon, vis-à-vis, par exemple, de certaines injustices sociales, de certains déséquilibres économiques, etc. On peut même ramener ça au sein des entreprises. On n'est pas obligé de parler d'injustice sociale dans le cadre sociétal, mais on peut aussi parler d'injustice sociale dans le cadre de l'entreprise. Si c'est pas normal que telle catégorie de personnel soit payée 35% de moins qu'une autre catégorie, c'est injuste, mais on pourrait aussi dire, allez, on va être stoïcien ou stoïcienne et on va accepter le fait que c'est comme c'est. Et donc, on reproche au stoïcisme, et ce que je trouve correct, d'être une philosophie d'élite, adaptée à ceux qui peuvent supporter, parce que être riche permet de supporter à peu près n'importe quoi. Et donc, le risque pour un leader ou une leader, et en particulier pour les gens en position CXO,
CFO, CEO, COO, etc., mais le risque est d'utiliser le stoïcisme comme une espèce de justification d'à peu près n'importe quoi, et en particulier de ne pas transformer des structures injustes ou de remettre en cause le système lui-même, qui peut ne pas fonctionner, par exemple. Deuxième critique valable, à mon avis, c'est que cette espèce de, vous voyez, cette rationalité un peu froide, proposée par le stoïcisme, peut aussi être une espèce de voile pour un manque d'imagination, et en particulier un manque d'imagination éthique ou morale. L'excès de contrôle de soi peut donner un dirigeant un peu technocratique, peut-être lointain, potentiellement peu mobilisateur, peu motivant ou peu motivante. Et donc, vous voyez que l'obsession du présent, qui est vraiment le cadre d'action du stoïcien ou de la stoïcienne, le présent, eh bien l'obsession de ce présent maîtrisable peut détourner de l'utopie valable ou de l'utopie à vouloir ou de l'utopie praticable. Et donc, on a une entreprise qui gère au lieu d'avoir une entreprise qui change. Et donc, c'est là qu'intervient une alternative, et justement, qui est l'épicurisme d'Épicure. Donc, là où le stoïcien endure, d'ailleurs on dit de quelqu'un qu'il est stoïque quand il supporte, eh bien, plutôt que de se concentrer sur l'endurance et la vertu plutôt individuelle, eh bien, l'épicurien, lui, cultive le bien-être ou le plaisir durable, la coopération et l'absence de difficultés par la modération, la collaboration et l'amitié. Et donc on a alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, je ferai peut-être d'ailleurs un épisode prochain sur l'épicurisme, adapté aux organisations, parce que on retrouve une idée du vivre ensemble qui est absente en fait dans le stoïcisme. D'ailleurs, Épicure avait un jardin. Vous savez que tous les grands philosophes de l'Antiquité grecque avaient une espèce de symbole, ou d'endroit symbolique. Alors Platon, c'était l'académie, et Épicure, c'était le jardin. Et donc il a une espèce de jardin. Aujourd'hui, on dirait coopératif, ou peut-être même alternatif, vraisemblablement alternatif, où on philosophait. On se rencontrait pour philosopher. C'était vraiment du vivre ensemble. Et, grande nouveauté pour l'Antiquité, il acceptait les esclaves, les femmes, qui étaient d'ailleurs traitées comme des esclaves, et donc ce n'était pas simplement réservé aux citoyens, dans le sens un tout petit peu oligarchique du terme, comme vu à l'époque par les Grecs. Donc, on retrouve dans l'épicurisme une espèce d'idée du vivre ensemble et du faire ensemble qui est absent du stoïcisme, et ça, je trouve que c'est intéressant. Alors oui, vous allez me dire, mais les CEO sont des êtres seuls. Eh bien, peut-être justement, ils devraient peut-être être moins seuls. Et peut-être qu'en cultivant ce vivre ensemble et ce plaisir de vivre ensemble, eh bien, ça pourrait aller un pas dans cette direction-là. Et donc, pour Épicure, le bon choix, c'est pas tellement d'accepter stoïquement ce qui est, mais de sélectionner alors, on parle de plaisir, mais qui construisent le bien-être et d'éviter des douleurs inutiles. Ça veut dire d'essayer de sélectionner des actions positives qui construisent le bien-être, donc la performance, et d'éviter les problèmes inutiles, pour le traduire, je dirais, en termes organisationnels. Donc ça veut dire qu'au centre du dispositif épicurien, il y a la qualité des relations, il y a la confiance, il y a le plaisir partagé, de créer, d'innover, de changer, de faire. Et donc l'entreprise devient une espèce de jardin, on reprend l'idée du jardin Épicure, où on a une amitié professionnelle, on a une recherche de sens qui coexiste, on a une joie, on a une manière d'être bien ensemble, qui peuvent donner pour moi une autre image, un autre paradigme de l'organisation que cette espèce de froideur stoïcienne. Et donc plutôt que de valoriser une espèce de discipline, si vous voulez lire d'ailleurs un livre sur le stoïcisme, je peux vous recommander les pensées de Marc Aurèle, qui sont peut-être un des plus vendus, qui n'est pas alors du stoïcisme grec, qui est du stoïcisme romain, mais on sait que les Romains ont piqué beaucoup de choses aux Grecs, malheureusement. Et donc plutôt que le stoïcisme qui valorise une discipline face à cette espèce de chaos ambiant, l'épicurisme lui invite plutôt à bâtir des liens, à bâtir des réseaux, des organisations où on a une certaine, je vais le lire comme je l'ai écrit, où la joie devient un moteur d'action et d'engagement. Alors ça me dit, c'est bizarre la joie, mais on pourrait peut-être parler de bien-être ensemble ou de bien vivre ensemble, comme vous le voulez. Alors du coup, si on voulait essayer de faire un arbitrage peut-être entre discipline et plaisir, parce que vous voyez qu'évidemment les deux sont utiles, on peut pas, si vous voulez, dans la dialectique de cet épisode, on a d'un côté le stoïcisme et de l'autre côté l'épicurisme, mais évidemment, vous pouvez
en fonction des situations, peut-être vous dire, mais qu'est-ce que je vais plutôt favoriser? Alors j'ai 5 questions pour arbitrer entre discipline et plaisir, et vous pouvez les utiliser comme élément de réflexion. Première question, qu'est-ce que j'accepte aujourd'hui par réalisme qui demain me semblera une excuse? Quand je fais semblant d'accepter, parce que c'est plus facile pour moi, est-ce que dans 6 mois je dirais en fait c'était une excuse? Première question. Deuxième question, comment équilibrer cette résilience, cette discipline stoïcienne avec cette joie épicurienne comme moteur collectif? Comment je peux faire des deux? Troisième question, quelle injustice ou quel problème inutile ai-je le pouvoir de réduire activement dans mon rôle de leader, ou de CEO, ou de dirigeante? Quatrième question, où est-ce que la tempérance va devenir tiédeur, et où est-ce que le plaisir mesuré devient un vecteur d'innovation? Cinquième question, comment créer une culture où la discipline assure la solidité et où la joie donne envie d'avancer? Et moi, je trouve que ces questions-là pourraient être des questions qui peuvent vous faire réfléchir sur votre culture organisationnelle, culture d'équipe, culture d'entreprise. Puisque, finalement, entre discipline et plaisir, en faisant un bon mélange de ces deux choses, on arrivera vraisemblablement à bien gérer une équipe ou une entreprise. À la semaine prochaine. Ciao.